Ne m'intéressait pas, mais j'ai lu. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Non, pour rester toujours dans la question, vous avez souvenir d'expositions dont vous auriez entendu parler ou même que vous auriez vues sur les colonies Non, j'étais au moment de l'exposition coloniale, j'étais bien à Paris, mais j'avais 3 ans et mes parents m'y ont pas amené. Il y en a eu après. Celles-là, elles étaient un peu passées sous silence, ça n'a pas laissé beaucoup de Mais traces. je me suis souvenu d'être allé avec mon père et ma mère, soit au musée de l'homme, soit au musée de la guerre, enfin de l'armée, où il y a des panoramas, des histoires sur la conquête coloniale. Et ça, mon père m'en parlait, mais je n'ai pas le souvenir, non, je n'ai pas le souvenir d'avoir assisté à une exposition. Et l'école? Ah ben l'école, moi j'ai toujours été au lycée, dans les écoles, dans les classes primaires et dans les classes secondaires. À l'époque, il y avait des classes primaires au lycée, et au lycée de filles évidemment, qui n'étaient pas mixtes à l'époque. Et ça s'est très bien passé. Moi, j'étais pas aussi bon élève qu'André. D'ailleurs, c'est ce que ma mère me disait. Tu peux être aussi bien bon élève qu'André Joly. Hein. Il a fallu qu'il soit sympa pour que je passe par-dessus. Mais parce que j'étais pas bon en tout. Moi, j'étais en dents de scie. Hein. Il y avait des trucs qui m'embêtaient et que je faisais pas bien. Et d'autres, pour que ça allait. J'étais assez flemmarde. Mais enfin, ça marchait bien quand même. Et j'ai jamais fait 2 ans de suite dans le même lycée dans le secondaire. À cause à cause de la guerre. La sixième à Paris, la cinquième à Toulouse, la quatrième à Clermont, la troisième à Toulouse, enfin à moitié à Clermont, à moitié à Toulouse, la seconde à Annecy, la première à Toulouse, et la terminale, moitié à Paris, moitié à Toulouse. Et ça s'est quand même pas trop mal passé. Mais le niveau des lycées était à peu près le même. Enfin, il n'y avait pas... Donc vous finissez le cursus scolaire à sciences politiques. Ah non, je finis le cursus scolaire en 45. Je passe mon bac en 45. Et là, parce que la guerre est finie. Et mon père qui commande un régiment de FFI qui est à Coblence. Et j'ai à ce moment-là envie de faire la médecine. Donc, papa me demande de venir à Coblence, d'en discuter avec eux. Bon, et puis il me fait remarquer, d'ailleurs, il avait pas tort que j'avais rien foutu en sciences. Et puis que c'était des études longues, etc. Il m'a demandé d'y réfléchir. Enfin, il l'a fait très gentiment, donc il n'y a pas eu de... Et puis bon, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit bon, bah, je vais faire le droit et les Sciences Po. Mais je n'ai fait cette année-là que le droit parce que c'était trop tard pour rentrer aux Sciences Po. Parce que à l'époque, il y avait un examen pour les filles, pas pour les garçons, mais pour les filles, il y avait un examen pour rentrer à Sciences Po. Alors, j'ai donc fait une première année de droit en 45-46. Et puis en 46, je suis rentré à Sciences Po. Jusqu'en 49, ça dure 3 ans. Là, j'en ai gardé un très bon souvenir. Et vous vous destinez à quoi dans cette période? Ben, j'avais pensé à faire l'ENA, oui. C'était le chemin normal de la section que je suivais, qui était service public, et qui était une section qui menait normalement au concours de l'ENA. Et puis? Ben, après, on s'est fiancés, alors ça changeait tout, parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir un métier à moi et lui un métier à lui. Donc j'ai mis ça entre parenthèses pendant un certain temps. C'est un problème qui est pas récent, hein, et il se posait moins souvent dans notre génération que maintenant. Les filles ont plus souvent d'autonomie. Dans ma génération, c'était moins fréquent. Juste avant de revenir à l'Indochine, qui va être le troisième temps, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous présumiez de cette autonomie des filles chez les éclaireuses? Est-ce que c'est une chose vraiment marquante? Ah, et comment? Parce que, et moi je prétends que justement, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer maintenant aux gosses maghrébines et africaines. Nous étions tenus par nos familles comme sont tenues maintenant pratiquement ces petites maghrébines et africaines. À pas sortir, sauf avec des gens qu'on connaît. Et alors, là, c'était une structure où il n'y avait que des filles, que les parents acceptaient. Et nous rencontrions alors, même moi qui étais, je vous dis, d'un milieu très ouvert, hein,
mais où les femmes ne travaillaient pas. Les femmes se mariaient tôt, faisaient autant d'études qu'elles le pouvaient, mais se mariaient tôt et avaient des enfants. Et là, nous rencontrions des cheftaines qui avaient un métier, qui travaillaient, elles. Nous rencontrions des femmes qui étaient comme nos professeurs de lycée, mais avec qui on pouvait parler, avec qui... Et c'était un exemple tout à fait important. Pour moi, ça a été très important. Et tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que vos parents savaient où vous étiez, mais pas vraiment ce que vous faisiez. Bah, évidemment pas. Si, j'allais pas raconter à mes parents qu'on foutait le camp pendant 3 jours dans la nature pour faire un camp volant, ou je leur disais on a fait un camp volant, mais je leur disais pas parce que... Les parents n'étaient pas au courant. Mes parents n'avaient pas fait de scoutisme, donc ils ne savaient pas que dans les camps, il y avait des grands jeux, il y avait en particulier cette période de camp volant où on se baladait pendant 3 jours et on couchait où on pouvait. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'on pouvait vous faire partir avec tant d'argent et avec la troupe, le clan devait se débrouiller pour vivre pendant 3 jours avec ça. Moi, je trouve ça assez formateur, mais mes parents auraient peut-être tiqué. Alors, je leur disais pas tout ce que je faisais. Mais les parents d'André, par contre, n'ignoraient rien de ça, puisqu'ils étaient dans le coup. Hein, alors, tandis que les miens n'étaient pas dans le coup. Et puis alors, il y a eu la guerre très vite où on a été séparés, puisque où je vivais seul chez ma grand-mère, chez mon grand-père, où je faisais un peu ce que je voulais, où c'était un peu différent. Mais je veux dire que le scoutisme, c'était une école d'autonomie pour les filles. C'est-à-dire que dans l'ensemble, au fond, par rapport au mode d'autorité qu'il y avait à l'école ou dans les familles en général, le scoutisme apparaît comme un champ de liberté, c'est ça que vous voulez dire? Un champ de comparaison, pour les filles surtout. Regardez à la Mouffe, si vous discutez avec des filles de la Mouffe. Bon, elles, la plupart, au départ, étaient nées dans des milieux très ouvriers. Bon, l'idée d'en sortir, ça était difficile à concevoir pour elles. Vous comprenez ce que je veux dire? Les classes étaient plus ramassées à cette époque. Si vous prenez quelqu'un comme Microbe, hein, elle est sortie d'un milieu très très populaire, comme Bob et comme ceux que vous allez voir tout à l'heure. Et les garçons avaient plutôt... ils sortaient, ils faisaient le service militaire, ils voyaient autre chose. Les filles, non. Elles commençaient à bosser à 14 ans en apprentissage, et puis elles continuaient à bosser sans avoir forcément envie de faire une carrière. Vous voyez, il fallait un effort de plus pour avoir l'idée de faire une carrière, de se sortir de ce milieu purement ouvrier. Et ça, les éclaireuses pouvaient leur en donner l'envie et l'exemple. Vous voyez, non pas les femmes qu'elles voyaient comme cheftaines étaient des femmes qui très souvent avaient fait des études qui les tiraient en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Même quand on faisait aux éclaireuses, il y avait ce qu'on appelait la méditation. Et c'était un truc très astucieux. Ça se faisait tous les jours au camp, ça durait une vingtaine de minutes. Et c'était préparé par 2 éclaireuses en général. Alors, aux EU, c'était très souvent religieux, mais c'était sur un thème religieux, souvent d'ailleurs sur l'Ancien Testament, à cause de toutes les juifs qu'il y avait. Mais ça pouvait être aussi n'importe quoi, un sujet qui intéressait tout le monde. Et on discutait ensemble. Vous comprenez? Tout le monde y participait. Donc c'était une espèce de forum où les filles prenaient l'habitude de discuter. Et de discuter de leur avenir, dans la vie, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis persuadée que ça tirait des filles hein, vers le haut. Enfin, leur a permis de s'épanouir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas très facile d'être une fille quand j'étais jeune. Et encore moins 10 ou 20 ans avant. Et si vous relisez dans le DT tous les mémoires des premières qui se sont occupées des éclaireuses, elles ont commencé avec des filles de milieu très modestes. Et elles les ont tirées, et elles ont tiré de là des filles extraordinaires qui ont pu s'épanouir, qui se sont dit, mais après tout, il y a autre chose que l'apprentissage à 14 ans. Oui, d'accord, si je dois travailler, je vais travailler à 14 ans, mais je peux essayer de m'élever, de faire autre chose, de faire ma vie à moi. Ce que disait André tout à l'heure, c'est que vraiment chacun avait sa place et on pouvait toujours trouver le moyen de progresser.
Ah oui, ça certainement. Puis on se faisait des amitiés, on se liait des amitiés qui duraient tout. Enfin, pour moi, j'ai encore rencontré Qui transcendaient les classes sociales. En fait. Ah oui, c'est certain. C'est parce qu'elle s'adressait plus au caractère qu'aux classes sociales. Et pourtant, dans notre jeunesse, les classes sociales étaient bien plus marquées qu'elles ne sont maintenant. Maintenant, à mon avis, elles ont quasiment disparu. Mais ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Ils vous ont donné un totem? Oui, mais alors, c'était un totem inavouable. J'ai été totémisé Tito. Alors Tito, c'est dans le livre des bêtes pour chasser de Maison. C'est l'histoire d'une louve, d'une coyote qui se dévoue pour sauver ses enfants. J'avais 11 ans, je me demande ce qui a pu les amener à m'appeler Tito. Mais à partir de 43, ça devenir délicat de se faire appeler Tito. Parce que Tito, il y en avait plein aux informations en disant le bandit Tito, le terroriste Tito, etc. Alors les routiers et les éclaireuses se foutaient de moi, mais je me suis plus tellement fait appeler Tito à partir de ce moment-là. Et maintenant j'ai passé l'âge quand même. Et ils vous ont appelé comment en fait? Rien, Rien. Tito. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de donner des noms d'oiseaux comme ça aux enfants? Moi je trouve qu'aux éclaireuses c'était bien. Parce que c'était d'abord ça se donnait sans cérémonie, sans baratin, sans épreuve de marcher sur des braises et autres couillonnades. Mais elle trouvait souvent de très jolis totems. Il y avait de très jolis totems. Il y avait, flamme, eau claire, cascade. C'était souvent lié à l'eau. Et puis vous en avez une qui s'appelle Dame Belette, une autre soupe au lait. Enfin, vous voyez, c'était pas des totems. Eh ben, je vous parlais de chameau. Ah non, on avait eu comme commissaire, c'était une éhu. Toutes les deux étaient des éhus. Chameau têtu, dit chef Cham. Par Oursane, comment elle s'appelle? Je vous ai. Comment elle s'appelait? Cette fille qui est assistante sociale, qui a engueulé le préfet du Gard à propos d'enfants juifs, justement. Cactus. Cactus épineux. Épineux. C'est un joli totem, mais il y avait de très jolis totems. Et vous parliez de couillonnade, vous trouviez que les garçons, c'était un peu exagéré leurs épreuves? Ça dépend. Moi, je crois que ça dépendait des troupes. Hein. Ça dépendait des troupes. D'abord, ça m'intéressait pas tellement ce qu'ils faisaient, pour être honnête. J'en ai surtout entendu parler par nos fils. Et j'ai remarqué que pour nos fils, d'après le peu qu'ils en disaient, c'est qu'ils en avaient fait, alors ils étaient totémisés plus tard, ils en avaient fait une soirée de réflexion, si vous voulez, des sachem avec le nouveau totémisé, en le remettant en question, lui demandant de se remettre en question, etc. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu... bien sûr, il était peintu de toutes les couleurs, mais sans truc humiliant ou dangereux. Dans votre souvenir, les filles qui étaient aux éclaireuses, elles ne cherchaient pas à imiter les garçons dans leur pratique? Non. Non, nos activités étaient différentes. Moi, je suis persuadée, je vais me faire hurler dessus, mais je pense pas qu'entre 11 et 15 ans, les garçons et les filles aient grand-chose à se dire. Surtout maintenant que les classes sont mixtes. Surtout maintenant. Parce que les filles, entre 11 et 15 ans, elles bouffent les garçons. Hein. En français ou ailleurs. Alors les garçons, j'ai bien vu, nos 5 garçons ont eu exactement la même réaction. Hein, ils se sentaient un peu bécassous devant des filles qui... je me souviens d'un jour où Pierre est revenu avec une rédaction à faire, il était en 3e, il avait 14 ans, en lui demandant, à propos des femmes savantes, ils avaient fait les femmes savantes, comment est-ce que vous pensez à votre mariage et comment voyez-vous vos rapports avec votre femme quand vous serez marié? C'était le dernier de ses soucis, je préfère. Mais le dernier. Il a épluché la question maintenant, mais ça le regarde. Mais alors que les filles, elles